À la fin du 21e siècle de notre ère, l'humanité se dresse au seuil d'une frontière qu'elle commence à peine à comprendre. Depuis les déserts brûlants de la Terre jusqu'aux confins glacés de Neptune, depuis les anneaux de Saturne jusqu'aux plaines rougeoyantes de Mars, nous croyons connaître notre système solaire. Nous traçons des cartes, nous envoyons des sondes, nous calculons des orbites avec une précision millimétrique. Mais au-delà, là où les cartes s'arrêtent et où les certitudes s'évanouissent, existe une muraille invisible que presque personne ne peut nommer. Une frontière qui n'apparaît sur aucun globe terrestre, qui ne figure dans aucun atlas scolaire, mais qui représente pourtant la limite véritable de l'Empire du Soleil. Son nom est l'héliopause, et elle marque l'endroit exact où meurt le souffle de notre étoile. Imaginez un instant la scène cosmique qui se déroule en ce moment même, à plus de 18 milliards de kilomètres de l'endroit où vous vous trouvez. Dans ce désert spatial d'une noirceur absolue, plus loin que Pluton, plus loin que les comètes errantes du nuage d'Oort intérieur, deux vaisseaux solitaires glissent en silence à travers une zone de turbulence magnétique et plasma. Ce sont les sondes Voyager, lancées il y a près de 50 ans depuis Cap Canaveral, et elles viennent de franchir la ligne invisible qui sépare notre monde du reste de la galaxie. Leurs instruments captent des données que personne n'avait jamais mesurées auparavant. Des particules étranges, des champs magnétiques qui s'inversent, une pression cosmique qui change brutalement d'eux. Ces émissaires de l'humanité nous envoient un message simple mais vertigineux. Nous venons de quitter la maison. Avant de poursuivre ce voyage extraordinaire vers les confins de l'influence solaire, si cette exploration de l'inconnu cosmique te fascine autant qu'elle nous passionne, rejoins notre communauté en t'abonnant à Entre Sangre y Poder. Nous explorerons ensemble les frontières de la connaissance, là où l'histoire rencontre l'univers et où chaque découverte révèle la grandeur de notre quête collective. Et dis-moi en commentaire, depuis quel coin du monde nous écoutes-tu en ce moment? Depuis quelle ville, quel pays cette odyssée cosmique te rejoint-elle? Pour comprendre l'héliopause, il faut d'abord saisir la même de notre étoile. Le Soleil n'est pas simplement cette sphère lumineuse qui éclaire nos journées et réchauffe notre peau. C'est un réacteur thermonucléaire d'une violence inimaginable, une forge cosmique où chaque seconde, 600 millions de tonnes d'hydrogène se transforment en hélium, dans un brasier qui atteint 15 millions de degrés Celsius en son cœur. Cette fusion libère une énergie colossale qui ne se contente pas de rayonner sous forme de lumière. Elle projette dans l'espace un déluge de particules chargées, un ouragan de plasma magnétisé qui file à plus d'1 million de kilomètres par heure. Ce torrent invisible porte un nom, le vent solaire, et il souffle sans interruption depuis la naissance de notre système, il y a 4 milliards 600 millions d'années. Le vent solaire n'est pas une brise cosmique délicate, c'est un fleuve tumultueux de protons, d'électrons et de noyaux d'hélium qui s'échappent de la couronne solaire comme l'eau jaillissant d'une digue brisée. Ces particules voyagent à des vitesses vertigineuses, transportant avec elles le champ magnétique du Soleil, tissant autour de notre étoile une toile invisible qui s'étend bien au-delà des planètes que nous connaissons. Cette bulle magnétique géante, cette sphère d'influence solaire, porte le nom d'héliosphère. Et c'est précisément sa limite externe que nous appelons l'héliopause, le mur ultime où le vent solaire rencontre enfin une résistance qu'il ne peut vaincre, car l'espace interstellaire n'est pas vide. Contrairement à ce que suggèrent les images de cinéma montrant un néant absolu entre les étoiles, le milieu interstellaire grouille d'une activité invisible. Des nuages de gaz hydrogène et d'hélium flottent dans l'obscurité, vestiges d'anciennes explosions stellaires. Des poussières cosmiques dérivent en silence, fragments de mondes disparus. Des rayons cosmiques, particules accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière par des supernovas lointaines, traversent la galaxie en tous sens comme des éclairs figés dans l'éternité. Et surtout, le milieu interstellaire possède son propre vent, son propre plasma, sa propre pression magnétique.
c'est la rencontre entre ces deux titans, le vent solaire déferlant vers l'extérieur et le vent interstellaire poussant vers l'intérieur, qui forge la frontière de l'héliopause. Cette collision cosmique crée une structure d'une complexité fascinante. À environ 90 unités astronomiques du Soleil, soit 90 fois la distance Terre-Soleil, le vent solaire commence à ralentir brutalement. C'est le choc terminal, la première barrière où les particules solaires comprennent qu'elles ne peuvent plus continuer leur course effrénée. La vitesse supersonique du plasma chute soudainement. L'énergie cinétique se transforme en chaleur et en turbulence magnétique, créant une zone chaotique d'ondes de choc et de vortex électromagnétiques. Au-delà de ce premier mur invisible s'étend l'héliopause elle-même, située entre 120 et 130 unités astronomiques selon la direction. C'est là, dans cette membrane cosmique d'une dizaine d'unités astronomiques d'épaisseur, que le vent solaire s'arrête définitivement. Les particules venues du Soleil ne peuvent franchir cette frontière. Le champ magnétique solaire, qui a régné en mètres absolus sur des milliards de kilomètres cubes d'espace, cède enfin sa place à la magnétosphère galactique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au-delà de l'héliopause, le vent interstellaire lui-même doit ralentir en approchant de notre bulle solaire. Cette décélération forme un arc de choc, une onde de perturbation qui précède l'héliosphère dans son voyage à travers la galaxie. Car oui, notre système solaire tout entier se déplace. Nous filons à travers le bras d'Orion de la Voie lactée à plus de 70 000 km/h, emportant avec nous notre bulle protectrice comme un navire fendant l'océan cosmique. L'arc de choc est la proue de ce vaisseau stellaire, l'endroit où les eaux interstellaires commencent à se diviser pour laisser passer notre Soleil et sa cour planétaire. Pendant des décennies, tout ceci n'était que théorie. Les astrophysiciens avaient de calculer, modéliser, prédit l'existence de l'héliopause avec leurs équations et leurs simulations informatiques. Ils savaient qu'elle devait exister quelque part dans les profondeurs glacées au-delà de Pluton. Mais personne ne l'avait jamais touchée. Personne ne l'avait jamais mesurée. Personne ne pouvait affirmer avec certitude où se trouvait exactement cette frontière ultime. C'était une ligne tracée sur le papier, un concept mathématique flottant dans l'abstraction des théories physiques. Jusqu'au jour où deux émissaires de l'humanité, lancés dans le vide spatial avant même l'invention d'Internet, avant la chute du mur de Berlin, avant que la plupart d'entre nous ne soient nés, ont finalement atteint cette muraille cosmique et ont pu nous dire « Elle est ici, elle est réelle et elle est bien plus étrange que tout ce que nous avions imaginé. » Le 5 septembre 2012, la sonde Voyager 1 a franchi le choc terminal et pénétré dans la région de l'héliopause. 6 ans plus tard, le 25 août 2018, elle a traversé définitivement la frontière, devenant le premier objet fabriqué par l'homme à quitter l'héliosphère. Sa jumelle, Voyager 2, l'a suivi le 5 novembre 2018. Ces deux sentinelles robotiques, équipées d'ordinateurs moins puissants qu'un téléphone portable moderne, alimentés par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes qui s'affaiblissent chaque année, continuent d'envoyer des données depuis l'autre côté de la frontière. Leurs messages mettent plus de 22 heures à nous parvenir, voyageant à la vitesse de la lumière à travers le vide interplanétaire puis interstellaire, et ce qu'elles nous racontent bouleverse notre compréhension de cette région mystérieuse. L'héliopause n'est pas une ligne fixe et immobile comme une frontière tracée sur une carte géographique. Elle ondule, elle pulse, elle se contracte et se dilate au rythme de l'activité solaire, avançant et reculant de plusieurs unités astronomiques, selon que notre étoile traverse une période calme ou qu'elle déverse des éruptions magnétiques dans l'espace. Lors des périodes de maximum solaire, lorsque le Soleil crache des tempêtes de plasma particulièrement violentes, la pression du vent solaire augmente et l'héliopause se gonfle vers l'extérieur, repoussant temporairement le milieu interstellaire. Mais lors des minimums solaires, quand notre étoile entre dans une phase de repos relatif, la pression baisse et l'héliopause se rétracte.
permettant au vent interstellaire de pénétrer plus profondément dans notre domaine cosmique. Cette frontière vivante, cette membrane palpitante entre deux mondes, représente bien plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle est notre bouclier invisible contre les dangers de la galaxie. Les rayons cosmiques qui traversent l'espace interstellaire possèdent une énergie dévastatrice, capable de briser les molécules d'ADN et de rendre la vie telle que nous la connaissons pratiquement impossible sans protection. Le champ magnétique solaire, emporté par le vent jusqu'à l'héliopause, dévie une grande partie de ces particules mortelles, les empêchant d'atteindre les planètes intérieures où la vie a pu émerger et prospérer. Sans cette barrière, sans ce rempart magnétique sculpté par le souffle incessant de notre étoile, la Terre serait bombardée en permanence par un déluge de radiation cosmique. L'atmosphère serait érodée, les océans s'évaporeraient, la vie complexe n'aurait probablement jamais eu la chance de se développer. Nous vivons donc au cœur d'une forteresse cosmique dont nous ignorions jusqu'à récemment l'existence même. Depuis la naissance de l'humanité, depuis les premières civilisations qui levaient les yeux vers les étoiles en se demandant quelle était leur place dans l'univers, nous avons été protégés par cette bulle invisible façonnée par le Soleil. Nos ancêtres ne pouvaient pas la voir. Nos télescopes ne peuvent pas la photographier. Elle n'émet aucune lumière, ne produit aucun son. Et pourtant, elle est là, fidèle sentinelle encerclant notre système solaire, nous permettant d'exister dans ce coin paisible de la Voie lactée. L'héliopause est la muraille ultime de notre monde, la véritable frontière où s'achève l'empire du Soleil et où commence l'immensité galactique. Mais cette frontière soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Que se passe-t-il exactement dans cette zone de turbulence magnétique? Comment les particules solaires et interstellaires interagissent-elles lors de leur collision? Pourquoi la forme de l'héliosphère est-elle asymétrique, allongée dans une direction comme la queue d'une comète? Et surtout, que nous réserve l'avenir alors que notre Soleil vieillit et que son vent solaire faiblit inexorablement? Dans quelques milliards d'années, lorsque notre étoile aura épuisé son hydrogène et commencera sa transformation en géante rouge, l'héliopause sera-t-elle encore là pour nous protéger? Ou bien assistions-nous à l'effondrement de notre bouclier cosmique, laissant les planètes intérieures exposées à la fureur galactique? Pour répondre à ces interrogations vertigineuses, il nous faut plonger plus profondément dans les mystères de l'héliosphère. Il nous faut comprendre comment cette bulle magnétique s'est formée, comment elle fonctionne, comment elle nous a protégés pendant des éons. Il nous faut suivre le voyage épique des sondes qui ont osé s'aventurer au-delà de tout ce que l'humanité avait jamais exploré. Car l'histoire de l'héliopause est aussi l'histoire de notre audace, de notre curiosité insatiable, de notre désir irrépressible de repousser les frontières de l'inconnu. C'est l'histoire d'une espèce qui, née sur une petite planète bleue perdue dans l'immensité cosmique, a osé envoyer des messagers vers les confins de l'influence de son étoile. Et ces messagers continuent de nous parler, chuchotant depuis l'autre côté de la frontière, nous racontant les secrets d'un royaume que nul œil humain ne verra jamais directement. L'héliopause nous attend, au-delà de Pluton, au-delà de tout ce que nous avons cartographié, au-delà de la lumière et de la chaleur, là où règne un froid absolu à quelques degrés seulement du zéro cosmique. C'est là que commence véritablement le voyage vers l'infini. C'est là que notre système solaire rencontre l'univers. C'est là que l'empire du Soleil s'incline enfin devant l'immensité galactique. Capitulo 2. Pour saisir la véritable de l'héliopause, il faut d'abord comprendre la bulle colossale qu'elle délimite. L'héliosphère n'est pas simplement une zone d'influence abstraite tracée sur les cartes célestes. C'est une forteresse magnétique vivante, sculptée par la fureur incessante de notre étoile, une cathédrale invisible qui s'étend sur des milliards de kilomètres dans toutes les directions. À l'intérieur de cette bulle, le Soleil règne en maître absolu, imposant sa volonté magnétique à chaque particule, à chaque atome, à chaque grain de poussière cosmique. Au-delà,
Dans l'océan interstellaire, son pouvoir s'évanouit comme un cri étouffé par l'immensité. Comprendre l'héliosphère, c'est comprendre comment une simple étoile de taille moyenne peut créer un sanctuaire de stabilité dans le chaos magnétique de la galaxie. L'histoire de cette bulle protectrice commence il y a 4,6 milliards d'années, lorsque notre Soleil s'allume pour la première fois. Dans un nuage de gaz et de poussière en rotation, la matière s'effondre sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. La pression et la température au centre du disque protoplanétaire augmentent jusqu'à atteindre le seuil critique où les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner. Une étincelle cosmique jaillit, le four thermonucléaire s'embrase. Et avec cette première lueur, avec cette première vague d'énergie libérée, naît également le vent solaire. Dès ses premiers instants d'existence, notre étoile commence à expulser dans l'espace une partie de sa matière, créant autour d'elle une zone d'influence qui ne cessera jamais de croître jusqu'à trouver sa limite naturelle, là où la résistance du milieu interstellaire devient insurmontable. Ce vent primordial était probablement bien plus violent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le jeune Soleil, turbulent et instable, crachait des tempêtes magnétiques d'une férocité inimaginable. Les éruptions solaires bombardaient l'espace environnant avec une régularité dévastatrice. Les planètes en formation, encore dépourvues d'atmosphère protectrice, subissaient de plein fouet ce déluge de particules chargées. Mars, cette petite planète rouge qui fascine tant notre imagination, possédait autrefois une atmosphère dense et peut-être même des océans en surface. Mais dépourvue d'un champ magnétique global suffisamment puissant, elle n'a pu résister aux assauts répétés du vent solaire, jeune et agressif. Particule après particule, molécule après molécule, son atmosphère s'est évaporée dans l'espace, emportée par le souffle implacable de notre étoile. En quelques centaines de millions d'années, Mars s'est transformé en désert glacé, victime collatérale de la jeunesse tumultueuse du Soleil. La Terre, elle, a eu plus de chance. Notre planète possède un cœur de fer et de nickel en fusion qui génère un puissant champ magnétique global, une magnétosphère qui enveloppe notre monde comme un cocon protecteur. Lorsque les particules du vent solaire arrivent dans notre voisinage, elles ne frappent pas directement l'atmosphère. Elles rencontrent d'abord cette barrière magnétique invisible qui les dévie et les canalise vers les pôles, où elles créent les aurores boréales et australes, ces rideaux lumineux dansant dans le ciel arctique. Sans ce bouclier magnétique terrestre, nous aurions probablement subi le même sort que Mars. Notre atmosphère se serait lentement érodée, les océans se seraient évaporés, la vie complexe n'aurait jamais eu le temps d'évoluer au-delà des formes microbiennes primitives. Le champ magnétique terrestre est donc notre première ligne de défense contre le vent solaire, mais ce dernier lui-même fait partie d'un système de protection beaucoup plus vaste, l'héliosphère tout entière. Car si le vent solaire peut représenter un danger pour les planètes dépourvues de protection magnétique, il constitue paradoxalement notre rempart contre des menaces bien plus terrifiantes venues du cosmos profond. La galaxie grouille de rayons cosmiques. Ces particules subatomiques, accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière par des événements cataclysmiques. Explosion de supernovas, collision d'étoiles à neutrons, jets de matière éjectés par des trous noirs supermassifs. Ces projectiles cosmiques possèdent une énergie colossale, capable de traverser des années-lumière de vide spatial sans perdre leur vélocité meurtrière. Lorsqu'ils frappent une atmosphère planétaire, ils créent des cascades de particules secondaires, bombardent la surface de radiation ionisante, brisent les molécules organiques complexes nécessaires à la vie. Sur Terre, nous sommes protégés de la majorité de ces rayons cosmiques par l'atmosphère elle-même et par le champ magnétique terrestre. Mais cette protection locale ne suffirait pas sans Capitulo 3. Pour saisir la véritable de l'héliopause, il faut d'abord comprendre la bulle colossale qu'elle délimite. L'héliosphère n'est pas simplement une zone d'influence abstraite tracée sur les cartes célestes. C'est une forteresse magnétique vivante, sculptée par la fureur incessante de notre étoile. Une cathédrale invisible qui s'étend sur des milliards de kilomètres
dans toutes les directions. À l'intérieur de cette bulle, le Soleil règne en maître absolu, imposant sa volonté magnétique à chaque particule, à chaque atome, à chaque grain de poussière cosmique. Au-delà, dans l'océan interstellaire, son pouvoir s'évanouit comme un cri étouffé par l'immensité. Comprendre l'héliosphère, c'est comprendre comment une simple étoile de taille moyenne peut créer un sanctuaire de stabilité dans le chaos magnétique de la galaxie. L'histoire de cette bulle protectrice commence il y a 4,6 milliards d'années, lorsque notre Soleil s'allume pour la première fois. Dans un nuage de gaz et de poussière en rotation, la matière s'effondre sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. La pression et la température au centre du disque protoplanétaire augmentent jusqu'à atteindre le seuil critique où les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner. Une étincelle cosmique jaillit, le four thermonucléaire s'embrase, et avec cette première lueur, avec cette première vague d'énergie libérée, naît également le vent solaire. Dès ses premiers instants d'existence, notre étoile commence à expulser dans l'espace une partie de sa matière, créant autour d'elle une zone d'influence qui ne cessera jamais de croître jusqu'à trouver sa limite naturelle, là où la résistance du milieu interstellaire devient insurmontable. Ce vent primordial était probablement bien plus violent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le jeune Soleil, turbulent et instable, crachait des tempêtes magnétiques d'une férocité inimaginable. Les éruptions solaires bombardèrent l'espace environnant avec une régularité dévastatrice. Les planètes en formation, encore dépourvues d'atmosphère protectrice, subissaient de plein fouet ce déluge de particules chargées. Mars, cette petite planète rouge qui fascine tant notre imagination, possédait autrefois une atmosphère dense et peut-être même des océans en surface. Mais dépourvue d'un champ magnétique global suffisamment puissant, elle n'a pu résister aux assauts répétés du vent solaire, jeune et agressif. Particule après particule, molécule après molécule, son atmosphère s'est évaporée dans l'espace, emportée par le souffle implacable de notre étoile. En quelques centaines de millions d'années, Mars s'est transformé en désert glacé, victime collatérale de la jeunesse tumultueuse du Soleil. La Terre, elle, a eu plus de chance. Notre planète possède un cœur de fer et de nickel en fusion qui génère un puissant champ magnétique global, une magnétosphère qui enveloppe notre monde comme un cocon protecteur. Lorsque les particules du vent solaire arrivent dans notre voisinage, elles ne frappent pas directement l'atmosphère. Elles rencontrent d'abord cette barrière magnétique invisible qui les dévie et les canalise vers les pôles, où elles créent les aurores boréales et australes, ces rideaux lumineux dansant dans le ciel arctique. Sans ce bouclier magnétique terrestre, nous aurions probablement subi le même sort que Mars. Notre atmosphère se serait lentement érodée. Les océans se seraient évaporés. La vie complexe n'aurait jamais eu le temps d'évoluer au-delà des formes microbiennes primitives. Le champ magnétique terrestre est donc notre première ligne de défense contre le vent solaire. Mais ce dernier lui-même fait partie d'un système de protection beaucoup plus vaste, l'héliosphère tout entière. Car si le vent solaire peut représenter un danger pour les planètes dépourvues de protection magnétique, il constitue paradoxalement notre rempart contre des menaces bien plus terrifiantes venues du cosmos profond. La galaxie grouille de rayons cosmiques, ces particules subatomiques accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière par des événements cataclysmiques, explosions de supernovas, collisions d'étoiles à neutrons, jets de matière éjectés par des trous noirs supermassifs. Ces projectiles cosmiques possèdent une énergie colossale, capable de traverser des années-lumière de vide spatial sans perdre leur vélocité meurtrière. Lorsqu'ils frappent une atmosphère planétaire, ils créent des cascades de particules secondaires, bombardent la surface de radiation ionisante, brisent les molécules organiques complexes nécessaires à la vie. Sur Terre, nous sommes protégés de la majorité de ces rayons cosmiques par l'atmosphère elle-même et par le champ magnétique terrestre. Mais cette protection locale
ne suffirait pas sans le bouclier beaucoup plus étendu que constitue l'héliosphère. Le vent solaire, en s'étalant dans toutes les directions depuis notre étoile, transporte avec lui le champ magnétique solaire. Ce champ magnétique interplanétaire forme une structure spirale complexe, semblable à une jupe de ballerine tournoyante, que les scientifiques appellent la spirale de Parker, en hommage à l'astrophysicien qui l'a théorisée dans les années 50. Cette spirale magnétique remplit l'espace entre les planètes, créant un labyrinthe électromagnétique dans lequel les rayons cosmiques, galactiques, peinent à naviguer. Les particules chargées suivent les lignes de champ magnétique comme des trains sur des rails invisibles. Lorsqu'un rayon cosmique pénètre dans l'héliosphère, il se retrouve piégé dans ce dédale magnétique, dévié, ralenti, parfois même renvoyé vers l'extérieur, avant d'avoir pu atteindre les planètes intérieures. L'héliosphère fonctionne donc comme un filtre gigantesque, réduisant considérablement le flux de rayons cosmiques galactiques qui atteignent la Terre. Cette protection n'est cependant pas constante. Elle varie au rythme du cycle solaire, cette pulsation régulière de l'activité magnétique de notre étoile qui s'étend sur environ 11 ans. Lors des périodes de maximum solaire, quand la surface du Soleil se couvre de taches et que les éruptions se multiplient, le vent solaire devient plus dense et plus rapide. La pression magnétique augmente. L'héliosphère se dilate légèrement et le bouclier contre les rayons cosmiques se renforce. Paradoxalement, les périodes d'activité solaire intense, qui voient davantage d'éruptions et de tempêtes magnétiques menaçant nos satellites et nos réseaux électriques, sont aussi les moments où nous sommes le mieux protégés contre la radiation cosmique galactique. À l'inverse, lors des minimums solaires, quand notre étoile entre dans une phase de calme relatif, le vent solaire faiblit et l'héliosphère se contracte légèrement, permettant à davantage de rayons cosmiques de pénétrer dans le système solaire intérieur. Les scientifiques ont pu mesurer cette variation grâce aux données récoltées par les sondes spatiales dispersées à travers le système solaire, mais aussi grâce à une source d'information surprenante, les arbres terrestres. Les rayons cosmiques qui atteignent l'atmosphère terrestre créent des isotopes radioactifs, notamment du carbone 14, qui se fixent dans les anneaux de croissance des arbres. En analysant des séquoias millénaires ou des troncs fossilisés remontant à plusieurs millénaires, les chercheurs peuvent reconstituer l'histoire du flux de rayons cosmiques sur Terre et, par extension, l'histoire de l'activité solaire et de l'évolution de l'héliosphère. Ces archives végétales révèlent que le Soleil a connu des périodes de calme prolongées, comme le minimum de Maunder entre 1645 et 1715, durant lequel les taches solaires ont pratiquement disparu pendant 70 ans. Ces périodes de faible activité coïncident avec une augmentation mesurable du carbone 14 dans les arbres, confirmant que l'héliosphère offrait alors une protection réduite contre les rayons cosmiques. La forme même de l'héliosphère reste un sujet de débat passionnant parmi les astrophysiciens. Pendant longtemps, on l'imaginait comme une sphère parfaite, ou légèrement aplatie, une bulle symétrique entourant le Soleil. Mais les données envoyées par les sondes Voyager et par la mission IBEX, lancée en 2008 pour cartographier les frontières de l'héliosphère depuis l'orbite terrestre, ont révélé une réalité bien plus complexe. L'héliosphère n'est pas sphérique. Elle possède une forme asymétrique, déformée par le mouvement de notre système solaire à travers le milieu interstellaire. Dans la direction de notre déplacement galactique vers la constellation d'Hercule, l'héliosphère est comprimée comme le nez d'un avion traversant un fluide dense. Dans la direction opposée, elle s'étire en une longue queue magnétique, appelée l'hélioqueue, qui pourrait s'étendre sur plusieurs centaines d'unités astronomiques derrière nous, peut-être même jusqu'à 1000 unités astronomiques, selon certains modèles. Cette hélioqueue est une structure fascinante que nous ne pourrons probablement jamais explorer directement avec nos technologies actuelles. Les sondes Voyager, qui voyagent dans des directions perpendiculaires à la queue, ne la traverseront jamais. Aucune mission spatiale n'est prévue pour explorer cette région dans un avenir prévisible. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans la dynamique de l'héliosphère. C'est dans cette queue que les particules du vent solaire,
ralentis et déviés par la pression du milieu interstellaire, continuent leur voyage vers l'infini. C'est là que se mélangent lentement le plasma solaire et le plasma galactique, créant une zone de transition dont les propriétés physiques demeurent largement mystérieuses. Les simulations informatiques suggèrent que l'hélioqueux pourrait être le siège de processus de reconnexion magnétique spectaculaire, où les lignes de champ magnétique solaire et interstellaire se brisent et se reconnectent, libérant des bouffées d'énergie qui accélèrent des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. L'héliosphère n'est pas non plus une structure stable figée dans le temps cosmique. Elle respire, elle pulse, elle réagit en temps réel aux variations de l'activité solaire et aux fluctuations du milieu interstellaire environnant. Lorsqu'une éruption solaire majeure se produit, projetant dans l'espace une éjection de masse coronale gigantesque, cette bulle de plasma magnétisé file à travers le système solaire à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Quelques jours après avoir quitté le Soleil, elle atteint la Terre, provoquant des aurores polaires spectaculaires et parfois des perturbations dans nos systèmes de communication. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Elle continue sa course à travers l'espace, franchit l'orbite de Neptune, traverse le choc terminal et finit par percuter l'héliopause elle-même. Cette collision génère une onde de choc qui se propage dans la région frontalière, faisant temporairement gonfler la bulle héliosphérique avant qu'elle ne reprenne sa forme d'équilibre. De même, le milieu interstellaire dans lequel baigne notre système solaire n'est pas uniforme. Notre Soleil traverse actuellement un nuage interstellaire local relativement ténu, une région de l'espace où la densité de gaz et de poussière est faible comparée à d'autres zones de la galaxie. Mais ce nuage lui-même fait partie d'une structure plus vaste, appelée la bulle locale, une cavité de plusieurs centaines d'années-lumière de diamètre créée par des explosions de supernovae survenues il y a plusieurs millions d'années. Ces explosions ont soufflé le gaz environnant, créant une région de basse densité où le Soleil et plusieurs milliers d'autres étoiles évoluent dans un environnement relativement paisible. Si notre système solaire venait à quitter cette bulle et à pénétrer dans un nuage moléculaire plus dense, la pression du milieu interstellaire augmenterait considérablement. L'héliosphère se contracterait, l'héliopause se rapprocherait du Soleil, et la quantité de rayons cosmiques atteignant les planètes intérieures augmenterait dramatiquement. Ce scénario n'est pas purement théorique. Les simulations indiquent que dans le passé, le système solaire a traversé des régions de densité variable au cours de son voyage galactique. Il y a environ 2 millions d'années, notre Soleil aurait pu croiser un nuage moléculaire suffisamment dense pour comprimer l'héliosphère au point que l'héliopause se situait peut-être à seulement 50 ou 60 unités astronomiques du Soleil, bien à l'intérieur de l'orbite actuelle du choc terminal. Durant ces périodes, la Terre aurait été exposée à un flux de rayons cosmiques considérablement accru. Certains scientifiques ont même suggéré que ces expositions accrues à la radiation cosmique pourraient avoir joué un rôle dans les extinctions de masse qui ont ponctué l'histoire de la vie terrestre, bien que cette hypothèse reste hautement spéculative et débattue. L'héliosphère est donc bien plus qu'une simple bulle magnétique statique. C'est un organisme cosmique vivant qui respire au rythme de l'activité solaire et qui réagit aux variations de son environnement galactique. Elle est le résultat d'un équilibre dynamique entre deux forces titanesques, la pression du vent solaire poussant vers l'extérieur et la pression du milieu interstellaire comprimant vers l'intérieur. Cet équilibre définit la position de l'héliopause, cette frontière mouvante qui oscille au gré des tempêtes solaires et des fluctuations du cosmos environnant. Comprendre cet équilibre, cartographier cette frontière invisible, mesurer ses variations, c'est comprendre notre place exacte dans la galaxie. C'est définir les limites du territoire où règne notre étoile, au-delà duquel commence véritablement l'empire des autres soleils. Mais pendant des décennies, tout capitule aux quatre. Pour saisir la véritable de l'héliopause, il faut d'abord comprendre la bulle colossale qu'elle délimite. L'héliosphère n'est pas,
simplement une zone d'influence abstraite tracée sur les cartes célestes. C'est une forteresse magnétique vivante, sculptée par la fureur incessante de notre étoile, une cathédrale invisible qui s'étend sur des milliards de kilomètres dans toutes les directions. À l'intérieur de cette bulle, le Soleil règne en maître absolu, imposant sa volonté magnétique à chaque particule, à chaque atome, à chaque grain de poussière cosmique. Au-delà, dans l'océan interstellaire, son pouvoir s'évanouit comme un cri étouffé par l'immensité. Comprendre l'héliosphère, c'est comprendre comment une simple étoile de taille moyenne peut créer un sanctuaire de stabilité dans le chaos magnétique de la galaxie. L'histoire de cette bulle protectrice commence il y a 4 milliards 600 millions d'années, lorsque notre Soleil s'allume pour la première fois. Dans un nuage de gaz et de poussière en rotation, la matière s'effondre sur elle-même sous l'effet de sa propre gravité. La pression et la température au centre du disque protoplanétaire augmentent jusqu'à atteindre le seuil critique où les noyaux d'hydrogène peuvent fusionner. Une étincelle cosmique jaillit. Le four thermonucléaire s'embrase. Et avec cette première lueur, avec cette première vague d'énergie libérée, naît également le vent solaire. Dès ses premiers instants d'existence, notre étoile commence à expulser dans l'espace une partie de sa matière, créant autour d'elle une zone d'influence qui ne cessera jamais de croître jusqu'à trouver sa limite naturelle là où la résistance du milieu interstellaire devient insurmontable. Ce vent primordial était probablement bien plus violent que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le jeune Soleil, turbulent et instable, crachait des tempêtes magnétiques d'une férocité inimaginable. Les éruptions solaires bombardèrent l'espace environnant avec une régularité dévastatrice. Les planètes en formation, encore dépourvues d'atmosphère protectrice, subissaient de plein fouet ce déluge de particules chargées. Mars, cette petite planète rouge qui fascine tant notre imagination, possédait autrefois une atmosphère dense et peut-être même des océans en surface. Mais dépourvue d'un champ magnétique global suffisamment puissant, elle n'a pu résister aux assauts répétés du vent solaire, jeune et agressif. Particule après particule, molécule après molécule, son atmosphère s'est évaporée dans l'espace, emportée par le souffle implacable de notre étoile. En quelques centaines de millions d'années, Mars s'est transformé en désert glacé, victime collatérale de la jeunesse tumultueuse du Soleil. La Terre, elle, a eu plus de chance. Notre planète possède un cœur de fer et de nickel en fusion, qui génère un puissant champ magnétique global. Une magnétosphère qui enveloppe notre monde comme un cocon protecteur. Lorsque les particules du vent solaire arrivent dans notre voisinage, elles ne frappent pas directement l'atmosphère. Elles rencontrent d'abord cette barrière magnétique invisible qui les dévie et les canalise vers les pôles, où elles créent les aurores boréales et australes, ces rideaux lumineux dansant dans le ciel arctique. Sans ce bouclier magnétique terrestre, nous aurions probablement subi le même sort que Mars. Notre atmosphère se serait lentement érodée. Les océans se seraient évaporés. La vie complexe n'aurait jamais eu le temps d'évoluer au-delà des formes microbiennes primitives. Le champ magnétique terrestre est donc notre première ligne de défense contre le vent solaire, mais ce dernier lui-même fait partie d'un système de protection beaucoup plus vaste, l'héliosphère tout entière. Car si le vent solaire peut représenter un danger pour les planètes dépourvues de protection magnétique, il constitue paradoxalement notre rempart contre des menaces bien plus terrifiantes venues du cosmos profond. La galaxie grouille de rayons cosmiques, ces particules subatomiques accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière par des événements cataclysmiques. Explosion de supernovas, collision d'étoiles à neutrons, jets de matière éjectés par des trous noirs supermassifs. Ces projectiles cosmiques possèdent une énergie colossale, capable de traverser des années-lumière de vide spatial sans perdre leur vélocité meurtrière. Lorsqu'ils frappent une atmosphère planétaire, ils créent des cascades de particules secondaires, bombardent la surface de radiation ionisante, brisent les molécules organiques complexes nécessaires à la vie. Sur Terre, nous sommes protégés de la majorité de ces rayons cosmiques par l'atmosphère elle-même et par le champ magnétique terrestre.
Mais cette protection locale ne suffirait pas sans le bouclier beaucoup plus étendu que constitue l'héliosphère. Le vent solaire, en s'étalant dans toutes les directions depuis notre étoile, transporte avec lui le champ magnétique solaire. Ce champ magnétique interplanétaire forme une structure spirale complexe, semblable à une jupe de ballerine tournoyante, que les scientifiques appellent la spirale de Parker, en hommage à l'astrophysicien qui l'a théorisée dans les années 50. Cette spirale magnétique remplit l'espace entre les planètes, créant un labyrinthe électromagnétique dans lequel les rayons cosmiques galactiques peinent à naviguer. Les particules chargées suivent les lignes de champ magnétique comme des trains sur des rails invisibles. Lorsqu'un rayon cosmique pénètre dans l'héliosphère, il se retrouve piégé dans ce dédale magnétique, dévié, ralenti, parfois même renvoyé vers l'extérieur avant d'avoir pu atteindre les planètes intérieures. L'héliosphère fonctionne donc comme un filtre gigantesque, réduisant considérablement le flux de rayons cosmiques galactiques qui atteignent la Terre. Cette protection n'est cependant pas constante. Elle varie au rythme du cycle solaire, cette pulsation régulière de l'activité magnétique de notre étoile qui s'étend sur environ 11 ans. Lors des périodes de maximum solaire, quand la surface du Soleil se couvre de taches et que les éruptions se multiplient, le vent solaire devient plus dense et plus rapide. La pression magnétique augmente. L'héliosphère se dilate légèrement et le bouclier contre les rayons cosmiques se renforce. Paradoxalement, les périodes d'activité solaire intense, qui voient davantage d'éruptions et de tempêtes magnétiques menaçant nos satellites et nos réseaux électriques, sont aussi les moments où nous sommes le mieux protégés contre la radiation cosmique galactique. À l'inverse, lors des minimums solaires, quand notre étoile entre dans une phase de calme relatif, le vent solaire faiblit et l'héliosphère se contracte légèrement, permettant à davantage de rayons cosmiques de pénétrer dans le système solaire intérieur. Les scientifiques ont pu mesurer cette variation grâce aux données récoltées par les sondes spatiales dispersées à travers le système solaire, mais aussi grâce à une source d'informations surprenante. Les arbres terrestres. Les rayons cosmiques qui atteignent l'atmosphère terrestre créent des isotopes radioactifs, notamment du carbone 14, qui se fixe dans les anneaux de croissance des arbres. En analysant des séquoias millénaires ou des troncs fossilisés remontant à plusieurs millénaires, les chercheurs peuvent reconstituer l'histoire du flux de rayons cosmiques sur Terre et, par extension, l'histoire de l'activité solaire et de l'évolution de l'héliosphère. Ces archives végétales révèlent que le Soleil a connu des périodes de calme prolongé, comme le minimum de Maunder entre 1645 et 1715, durant lequel les taches solaires ont pratiquement disparu pendant 70 ans. Ces périodes de faible activité coïncident avec une augmentation mesurable du carbone 14 dans les arbres, confirmant que l'héliosphère offrait alors une protection réduite contre les rayons cosmiques. La forme même de l'héliosphère reste un sujet de débat passionnant parmi les astrophysiciens. Pendant longtemps, on l'imaginait comme une sphère parfaite ou légèrement aplatie, une bulle symétrique entourant le Soleil. Mais les données envoyées par les sondes Voyager et par la mission Hibiscus, lancée en 2008 pour cartographier les frontières de l'héliosphère depuis l'orbite terrestre, ont révélé une réalité bien plus complexe. L'héliosphère n'est pas sphérique. Elle possède une forme asymétrique, déformée par le mouvement de notre système solaire à travers le milieu interstellaire. Dans la direction de notre déplacement galactique vers la constellation d'Hercule, l'héliosphère est comprimée comme le nez d'un avion traversant un fluide dense. Dans la direction opposée, elle s'étire en une longue queue magnétique appelée l'hélioqueue, qui pourrait s'étendre sur plusieurs centaines d'unités astronomiques derrière nous, peut-être même jusqu'à 1000 unités astronomiques, selon certains modèles. Cette hélioqueue est une structure fascinante que nous ne pourrons probablement jamais explorer directement avec nos technologies actuelles. Les sondes Voyager, qui voyagent dans des directions perpendiculaires à la queue, ne la traverseront jamais. Aucune mission spatiale n'est prévue
pour explorer cette région dans un avenir prévisible. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans la dynamique de l'héliosphère. C'est dans cette queue que les particules du vent solaire, ralenties et déviées par la pression du milieu interstellaire, continuent leur voyage vers l'infini. C'est là que se mélangent lentement le plasma solaire et le plasma galactique, créant une zone de transition dont les propriétés physiques demeurent largement mystérieuses. Les simulations informatiques suggèrent que l'hélioqueue pourrait être le siège de processus de reconnexion magnétique spectaculaire où les lignes de champ magnétique solaire et interstellaire se brisent et se reconnectent, libérant des bouffées d'énergie qui accélèrent des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. L'héliosphère n'est pas non plus une structure stable figée dans le temps cosmique. Elle respire, elle pulse, elle réagit en temps réel aux variations de l'activité solaire et aux fluctuations du milieu interstellaire environnant. Lorsqu'une éruption solaire majeure se produit, projetant dans l'espace une éjection de masse coronale gigantesque, cette bulle de plasma magnétisé file à travers le système solaire à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Quelques jours après avoir quitté le Soleil, elle atteint la Terre, provoquant des aurores polaires spectaculaires et parfois des perturbations dans nos systèmes de communication. Mais son voyage ne s'arrête pas là. Elle continue sa course à travers l'espace, franchit l'orbite de Neptune, traverse le choc terminal et finit par percuter l'héliopause elle-même. Cette collision génère une onde de choc qui se propage dans la région frontalière, faisant temporairement gonfler la bulle héliosphérique avant qu'elle ne reprenne sa forme d'équilibre. De même, le milieu interstellaire dans lequel baigne notre système solaire n'est pas uniforme. Notre Soleil traverse actuellement un nuage interstellaire local relativement ténu, une région de l'espace où la densité de gaz et de poussière est faible comparée à d'autres zones de la galaxie. Mais ce nuage lui-même fait partie d'une structure plus vaste appelée la bulle locale, une cavité de plusieurs centaines d'années-lumière de diamètre créée par des explosions de supernovae survenues il y a plusieurs millions d'années. Ces explosions ont soufflé le gaz environnant, créant une région de basse densité où le Soleil et plusieurs milliers d'autres étoiles évoluent dans un environnement relativement paisible. Si notre système solaire venait à quitter cette bulle et à pénétrer dans un nuage moléculaire plus dense, la pression du milieu interstellaire augmenterait considérablement. L'héliosphère se contracterait, l'héliopause se rapprocherait du Soleil et la quantité de rayons cosmiques atteignant les planètes intérieures augmenterait dramatiquement. Ce scénario n'est pas purement théorique. Les simulations indiquent que dans le passé, le système solaire a traversé des régions de densité variable au cours de son voyage galactique. Il y a environ 2 millions d'années, notre Soleil aurait pu croiser un nuage moléculaire suffisamment dense pour comprimer l'héliosphère au point que l'héliopause se situait peut-être à seulement 50 ou 60 unités astronomiques du Soleil, bien à l'intérieur de l'orbite actuelle du choc terminal. Durant ces périodes, la Terre aurait été exposée à un flux de rayons cosmiques considérablement accru. Certains scientifiques ont même suggéré que ces expositions accrues à la radiation cosmique pourraient avoir joué un rôle dans les extinctions de masse qui ont ponctué l'histoire de la vie terrestre, bien que cette hypothèse reste hautement spéculative et débattue. L'héliosphère est donc bien plus qu'une simple bulle magnétique statique. C'est un organisme cosmique vivant qui respire au rythme de l'activité solaire et qui réagit aux variations de son environnement galactique. Elle est le résultat d'un équilibre dynamique entre deux forces titanesques, la pression du vent solaire poussant vers l'extérieur et la pression du milieu interstellaire comprimant vers l'intérieur. Cet équilibre définit la position de l'héliopause, cette frontière mouvante qui oscille au gré des tempêtes solaires et des fluctuations du cosmos environnant. Comprendre cet équilibre, cartographier cette frontière invisible, mesurer ses variations, c'est comprendre notre place exacte dans la galaxie. C'est définir les limites du territoire où règne notre étoile, au-delà duquel commence véritablement l'empire des autres soleils. Mais pendant des décennies, tout ce savoir restait théorique. Les équations élégantes décrivaient une héliosphère
que personne n'avait jamais vues. Les modèles informatiques simulaient une héliopause que personne n'avait jamais mesurée. Les scientifiques débattaient de la forme exacte de cette bulle protectrice, certains la voyant sphérique, d'autres en forme de comète, sans pouvoir trancher faute de données directes. L'héliosphère demeurait une abstraction mathématique, aussi réelle conceptuellement qu'inaccessible physiquement, jusqu'au jour où deux émissaires de l'humanité, lancés depuis une base spatiale de Floride à l'été de l'année 1977, ont entrepris le voyage le plus long jamais tenté par notre espèce. Un voyage qui allait transformer notre compréhension théorique de l'héliosphère en une connaissance concrète, mesurée, indiscutable. Un voyage qui allait enfin nous permettre de toucher du doigt la véritable frontière où s'achève l'influence du Soleil. Capitulo 5. L'été de l'année. 1977 marque un tournant dans l'histoire de l'exploration spatiale. Depuis Cap Canaveral, en Floride, deux sondes jumelles s'apprêtent à quitter la Terre pour un voyage sans retour vers les confins du système solaire. Leur nom, Voyager, évoque l'esprit d'aventure et de découverte qui a toujours poussé l'humanité à explorer l'inconnu. Mais personne, pas même les ingénieurs qui les ont construites, ni les scientifiques qui ont planifié leur trajectoire, ne pouvaient imaginer l'ampleur véritable de leur odyssée. Ces deux émissaires robotiques, pesant à peine 800 kg chacun et alimentés par des générateurs nucléaires, gros comme des poubelles, allaient devenir les premiers objets fabriqués par l'homme à franchir la frontière ultime de l'influence solaire. Leur mission initiale prévoyait l'exploration de Jupiter et Saturne sur une durée de 5 ans. Près de 50 ans plus tard, elle continue de nous parler depuis l'abîme interstellaire. Le 20 août 1977, Voyager 2 s'élance depuis la rampe de lancement 39 au sommet d'une fusée Titan 3E Centaure. 16 jours plus tard, le 5 septembre, c'est au tour de Voyager, un de décoller sur une trajectoire plus rapide qui lui permettra de rattraper puis de dépasser sa jumelle malgré son départ postérieur. Ces lancements ne sont possibles que grâce à un alignement planétaire exceptionnel qui ne se produit que tous les 175 ans environ. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se trouvent positionnés de telle manière qu'une sonde peut les visiter successivement en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle. Cette technique permettant d'utiliser l'attraction d'une planète pour accélérer et modifier la trajectoire d'un vaisseau spatial sans consommer de carburant. Sans cette configuration céleste favorable, il aurait fallu attendre le 22e siècle pour une nouvelle opportunité. Les ingénieurs de la NASA ont baptisé cette fenêtre de lancement le Grand Tour, conscients qu'ils assistaient à un moment unique dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les sondes Voyager représentent un prodige d'ingénierie pour leur époque. Chacune embarque 11 instruments scientifiques capables de mesurer les champs magnétiques, d'analyser les particules chargées, de détecter les ondes plasma, de photographier les planètes et leurs lunes avec une résolution jamais atteinte auparavant. Leurs caméras utilisent encore des tubes Vidicon, une technologie déjà obsolète au moment du lancement, mais choisie pour sa fiabilité. Leurs ordinateurs de bord disposent d'une mémoire de 68 kilooctets, moins qu'un simple message électronique moderne avec quelques photos en pièces jointes. Leurs systèmes de communication doivent transmettre des données à travers des milliards de kilomètres avec une puissance d'émission de seulement 23 watts, équivalente à celle d'une ampoule de réfrigérateur. Et pourtant, grâce à l'ingéniosité de leurs concepteurs et à la robustesse de leur construction, ces deux sondes continuent de fonctionner des décennies après avoir dépassé leur durée de vie prévue, nous envoyant des informations depuis des régions de l'espace que l'humanité n'avait jamais explorées. Le voyage vers les planètes géantes se déroule comme une symphonie céleste parfaitement orchestrée. En mars 1979, Voyager un survol Jupiter, révélant pour la première fois les détails fascinants de la grande tache rouge, découvrant des anneaux ténus autour de la planète géante et photographiant les lunes galiléennes avec une précision spectaculaire. Les images d'Io
montrant des volcans actifs crachant du soufre à des centaines de kilomètres d'altitude, stupéfiant les scientifiques. Europe, avec sa surface de glace craquelée, suggérant un océan liquide sous sa croûte gelée, devient immédiatement une cible prioritaire pour les futures missions d'astrobiologie. 4 mois plus tard, Voyager 2 arrive à son tour dans le système jovien, confirmant les découvertes de sa jumelle et ajoutant de nouvelles observations. Puis les 2 sondes poursuivent leur course vers Saturne, la planète aux anneaux spectaculaires qui a fasciné les astronomes depuis que Galilée l'a observée pour la première fois avec sa lunette rudimentaire en 1610. Novembre 1980 marque l'arrivée de Voyager 1 dans le système saturnien. Les images transmises dévoilent la complexité stupéfiante des anneaux, révélant des milliers de structures en bande, des lacunes mystérieuses, des ondes de densité créées par les résonances gravitationnelles avec les lunes. La sonde survole Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette fascinante sphère enveloppée d'une atmosphère dense d'azote et de méthane, le seul satellite du système solaire possédant une atmosphère substantielle. Les instruments ne peuvent percer le voile opaque de brume orangée qui enveloppe Titan, mais ils mesurent la température glaciale de sa surface et détectent des composés organiques complexes dans son atmosphère, faisant de ce monde lointain un laboratoire naturel pour l'étude de la chimie prébiotique. Après ce survol historique, la trajectoire de Voyager 1 est définitivement infléchie vers le nord du plan de l'écliptique, l'empêchant de visiter Uranus et Neptune, mais l'envoyant sur la route la plus rapide vers l'héliopause. Voyager 2, elle, continue le grand tour. En août 1981, elle survole à son tour Saturne, puis poursuit sa course vers les confins glacés du système solaire externe. Janvier 1986, la voit arriver dans le système d'Uranus, cette planète étrange inclinée sur son axe à 98 degrés, roulant littéralement sur son orbite comme une bille sur une table. Les images révèlent un monde d'un bleu-vert uniforme et mystérieux, des anneaux sombres et ténus, des lunes criblées de cratères au nom shakespearien. Puis, en août 1989, Voyager 2 atteint Neptune, la dernière planète majeure de son périple. Le survol dévoile la grande tache sombre, un anticyclone géant similaire à celui de Jupiter, et permet d'observer Triton, la lune captive de Neptune qui orbite en sens rétrograde et dont la surface glacée présente des geysers d'azote crachant leurs panaches à des kilomètres de hauteur. Avec cette dernière rencontre planétaire, la mission primaire des voyagers s'achève officiellement. Mais leur véritable aventure, la quête vers l'héliopause, ne fait que commencer. Au-delà de Neptune, les 2 sondes entrent dans une région du système solaire presque totalement inexplorée. Elles traversent la ceinture de Kuiper, ce vaste réservoir de corps glacés et de comètes dormantes qui s'étend jusqu'à environ 50 unités astronomiques du Soleil. Leur vitesse est impressionnante pour des objets fabriqués par l'homme. Voyager, un fil à près de 17 km par seconde. Voyager, 2 à 15 km par seconde. À cette allure, elle parcourt la distance Terre-Soleil en moins d'une centaine de jours. Pourtant, même à ces vitesses vertigineuses, les années s'écoulent lentement alors qu'elles s'enfoncent dans les profondeurs glacées au-delà des planètes. Le Soleil, qui éclairait si puissamment leurs panneaux solaires lors des tests à Cap Canaveral, n'est plus qu'une étoile brillante parmi d'autres dans le ciel étoilé qui les entoure. La température ambiante plonge vers le zéro absolu. Le silence radio avec la Terre s'allonge inexorablement, chaque message mettant désormais des heures à franchir le gouffre cosmique les séparant de leur monde d'origine. Les scientifiques surveillent attentivement les données transmises par les instruments encore fonctionnels à bord des 2 sondes. Ils attendent un signal, un changement dans les mesures qui indiquerait l'approche du choc terminal, cette première frontière où le vent solaire commence à ralentir. Les détecteurs de particules chargées mesurent constamment la vitesse et la densité du plasma environnant.
Les magnétomètres analysent l'orientation et l'intensité du champ magnétique interplanétaire. Les détecteurs d'ondes, plasma, captent les oscillations électromagnétiques qui parcourent le vent solaire comme des vagues invisibles. Année après année, les mesures restent relativement stables, indiquant que les sondes naviguent encore dans les régions intérieures de l'héliosphère où le vent solaire règne sans contestation. Mais les modèles théoriques prédisent qu'aux alentours de 80 à 100 unités astronomiques, quelque chose doit changer. La pression du milieu interstellaire doit finir par freiner l'expansion supersonique du vent solaire. Décembre 2004 marque un moment historique. Voyager 1, désormais à 94 unités astronomiques du Soleil, traverse le choc terminal. Les instruments détectent une augmentation soudaine de la densité des particules de basse énergie et un changement brutal dans les caractéristiques du plasma environnant. Le vent solaire, qui filait jusqu'alors à plus de 400 km par seconde, ralentit brusquement à environ 130 km par seconde. La température du plasma augmente dramatiquement alors que l'énergie cinétique des particules se convertit en agitation thermique. Les ondes de choc magnétique détectées par les instruments confirment que la sonde vient de franchir une frontière invisible mais bien réelle, le premier mur de la forteresse héliosphérique. Voyager. Est entré dans l'héliogène, cette région de turbulence magnétique située entre le choc terminal et l'héliopause elle-même. Les scientifiques exultent. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a atteint une des frontières théoriques de l'héliosphère et a pu la mesurer directement. Août 2007 voit Voyager 2 franchir à son tour le choc terminal, mais dans une région différente de l'héliosphère, à environ 84 unités astronomiques du Soleil. Cette différence de distance confirme que le choc terminal n'est pas une sphère parfaite, mais une surface déformée par le mouvement du système solaire à travers le milieu interstellaire et par les variations de l'activité solaire. Les données transmises par Voyager 2 révèlent des caractéristiques légèrement différentes de celles mesurées par sa jumelle, suggérant que la structure du choc terminal varie selon la direction et le moment de la traversée. Ces observations invalident certains modèles théoriques trop simplistes et forcent les astrophysiciens à raffiner leur compréhension de la physique complexe qui régit cette région frontalière. L'héliosphère se révèle encore plus complexe et dynamique que prévu, une entité vivante qui respire et pulse au gré des tempêtes solaires et des fluctuations du cosmos environnant. Les années suivantes voient les 2 sondes naviguer dans l'héliogène, cette zone intermédiaire où le vent solaire ralentit, tourbillonne et se mélange dans une danse chaotique de particules et de champs magnétiques. Les instruments détectent des variations constantes dans l'intensité et l'orientation du champ magnétique. Des structures magnétiques géantes, grandes comme des planètes, dérivent dans cette région tumultueuse, vestiges de tempêtes solaires passées qui ont voyagé jusqu'aux confins de l'E. Capitulo 6. L'été de l'année 1977 marque un tournant dans l'histoire de l'exploration spatiale. Depuis Cap Canaveral, en Floride, 2 sondes jumelles s'apprêtent à quitter la Terre pour un voyage sans retour vers les confins du système solaire. Leur nom, Voyager, évoque l'esprit d'aventure et de découverte qui a toujours poussé l'humanité à explorer l'inconnu. Mais personne, pas même les ingénieurs qui les ont construites, ni les scientifiques qui ont planifié leur trajectoire, ne pouvaient imaginer l'ampleur véritable de leur odyssée. Ces 2 émissaires robotiques, pesant à peine 800 kg chacun et alimentés par des générateurs nucléaires, gros comme des poubelles, allèrent devenir les premiers objets fabriqués par l'homme à franchir la frontière ultime de l'influence solaire. Leur mission initiale prévoyait l'exploration de Jupiter et Saturne sur une durée de 5 ans. Près de 50 ans plus tard, elle continue de nous parler depuis l'abîme interstellaire. Le 20 août 1977, Voyager 2 s'élance depuis la rampe de lancement 39 au sommet d'une fusée, Titan 3 E-Centaure. 16 jours plus tard, le 5 septembre, c'est au tour de Voyager,
un de décoller sur une trajectoire plus rapide qui lui permettra de rattraper puis de dépasser sa jumelle malgré son départ postérieur. Ces lancements ne sont possibles que grâce à un alignement planétaire exceptionnel qui ne se produit que tous les 175 ans environ. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se trouvent positionnés de telle manière qu'une sonde peut les visiter successivement en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle. Cette technique permettant d'utiliser l'attraction d'une planète pour accélérer et modifier la trajectoire d'un vaisseau spatial sans consommer de carburant. Sans cette configuration céleste favorable, il aurait fallu attendre le 22e siècle pour une nouvelle opportunité. Les ingénieurs de la NASA ont baptisé cette fenêtre de lancement le Grand Tour, conscients qu'ils assistaient à un moment unique dans l'histoire de l'exploration spatiale. Les sondes Voyager représentent un prodige d'ingénierie pour leur époque. Chacune embarque 11 instruments scientifiques capables de mesurer les champs magnétiques, d'analyser les particules chargées, de détecter les ondes plasma, de photographier les planètes et leurs lunes, avec une résolution jamais atteinte auparavant. Leurs caméras utilisent encore des tubes Vidicon, une technologie déjà obsolète au moment du lancement mais choisie pour sa fiabilité. Leurs ordinateurs de bord disposent d'une mémoire de 68 kilo-octets, moins qu'un simple message électronique moderne avec quelques photos en pièces jointes. Leurs systèmes de communication doivent transmettre des données à travers des milliards de kilomètres avec une puissance d'émission de seulement 23 watts, équivalente à celle d'une ampoule de réfrigérateur. Et pourtant, grâce à l'ingéniosité de leurs concepteurs et à la robustesse de leur construction, ces deux sondes continuent de fonctionner des décennies après avoir dépassé leur durée de vie prévue, nous envoyant des informations depuis des régions de l'espace que l'humanité n'avait jamais explorées. Le voyage vers les planètes géantes se déroule comme une symphonie céleste parfaitement orchestrée. En mars 1979, Voyager un survol. Jupiter, révélant pour la première fois les détails fascinants de la grande tache rouge, découvrant des anneaux ténus autour de la planète géante et photographiant les lunes galiléennes avec une précision spectaculaire. Les images d'Io, montrant des volcans actifs crachant du soufre à des centaines de kilomètres d'altitude, stupéfiant les scientifiques. Europe, avec sa surface de glace craquelée suggérant un océan liquide sous sa croûte gelée, devient immédiatement une cible prioritaire pour les futures missions d'astrobiologie. 4 mois plus tard, Voyager 2 arrive à son tour dans le système jovien, confirmant les découvertes de sa jumelle et ajoutant de nouvelles observations. Puis les deux sondes poursuivent leur course vers Saturne, la planète aux anneaux spectaculaires qui a fasciné les astronomes depuis que Galilée l'a observée pour la première fois avec sa lunette rudimentaire en 1610. Novembre 1980 marque l'arrivée de Voyager 1 dans le système saturnien. Les images transmises dévoilent la complexité stupéfiante des anneaux, révélant des milliers de structures en bande, des lacunes mystérieuses, des ondes de densité créées par les résonances gravitationnelles avec les lunes. La sonde survole Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette fascinante sphère enveloppée d'une atmosphère dense d'azote et de méthane, le seul satellite du système solaire possédant une atmosphère substantielle. Les instruments ne peuvent percer le voile opaque de brume orangée qui enveloppe Titan, mais ils mesurent la température glaciale de sa surface et détectent des composés organiques complexes dans son atmosphère, faisant de ce monde lointain un laboratoire naturel pour l'étude de la chimie prébiotique. Après ce survol historique, la trajectoire de Voyager 1 est définitivement infléchie vers le nord du plan de l'écliptique, l'empêchant de visiter Uranus et Neptune, mais l'envoyant sur la route la plus rapide vers l'héliopause. Voyager 2, elle, continue le grand tour. En août 1981, elle survole à son tour Saturne, puis poursuit sa course vers les confins glacés du système solaire externe. Janvier 1986, la voit arriver dans le système d'Uranus, cette planète étrange inclinée, sur son axe à 98 degrés, roulant littéralement sur son orbite comme une bille sur une table.
Les images révèlent un monde d'un bleu-vert uniforme et mystérieux, des anneaux sombres et ténus, des lunes criblées de cratères au nom shakespearien. Puis, en août 1989, Voyager 2 atteint Neptune, la dernière planète majeure de son périple. Le survol dévoile la grande tache sombre, un anticyclone géant similaire à celui de Jupiter, et permet d'observer Triton, la lune captive de Neptune qui orbite en sens rétrograde et dont la surface glacée présente des geysers d'azote crachant leur panache à des kilomètres de hauteur. Avec cette dernière rencontre planétaire, la mission primaire des voyagers s'achève officiellement. Mais leur véritable aventure, la quête vers l'héliopause, ne fait que commencer. Au-delà de Neptune, les deux sondes entrent dans une région du système solaire presque totalement inexplorée. Elles traversent la ceinture de Kuiper, ce vaste réservoir de corps glacés et de comètes dormantes qui s'étend jusqu'à environ 50 unités astronomiques du Soleil. Leur vitesse est impressionnante pour des objets fabriqués par l'homme. Voyager. Un fil à près de 17 km par seconde. Voyager 2 à 15 km par seconde. À cette allure, elle parcourt la distance Terre-Soleil en moins d'une centaine de jours. Pourtant, même à ces vitesses vertigineuses, les années s'écoulent lentement alors qu'elles s'enfoncent dans les profondeurs glacées au-delà des planètes. Le Soleil, qui éclairait si puissamment leurs panneaux solaires lors des tests à Cap Canaveral, n'est plus qu'une étoile brillante parmi d'autres dans le ciel étoilé qui les entoure. La température ambiante plonge vers le zéro absolu. Le silence radio avec la Terre s'allonge inexorablement, chaque message mettant désormais des heures à franchir le gouffre cosmique les séparant de leur monde d'origine. Les scientifiques surveillent attentivement les données transmises par les instruments encore fonctionnels à bord des deux sondes. Ils attendent un signal, un changement dans les mesures qui indiquerait l'approche du choc terminal, cette première frontière où le vent solaire commence à ralentir. Les détecteurs de particules chargées mesurent constamment la vitesse et la densité du plasma environnant. Les magnétomètres analysent l'orientation et l'intensité du champ magnétique interplanétaire. Les détecteurs d'ondes plasma captent les oscillations électromagnétiques qui parcourent le vent solaire comme des vagues invisibles. Année après année, les mesures restent relativement stables, indiquant que les sondes naviguent encore dans les régions intérieures de l'héliosphère, où le vent solaire règne sans contestation. Mais les modèles théoriques prédisent qu'aux alentours de 80 à 100 unités astronomiques, quelque chose doit changer. La pression du milieu interstellaire doit finir par freiner l'expansion supersonique du vent solaire. Décembre 2004 marque un moment historique. Voyager 1, désormais à 94 unités astronomiques du Soleil, traverse le choc terminal. Les instruments détectent une augmentation soudaine de la densité des particules de basse énergie et un changement brutal dans les caractéristiques du plasma environnant. Le vent solaire, qui filait jusqu'alors à plus de 400 km par seconde, ralentit brusquement à environ 130 km par seconde. La température du plasma augmente dramatiquement alors que l'énergie cinétique des particules se convertit en agitation thermique. Les ondes de choc magnétique, détectées par les instruments, confirment que la sonde vient de franchir une frontière invisible, mais bien réelle, le premier mur de la forteresse héliosphérique. Voyager 1 est entré dans l'héliogène, cette région de turbulence magnétique située entre le choc terminal et l'héliopause elle-même. Les scientifiques exultent. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a atteint une des frontières théoriques de l'héliosphère et a pu la mesurer directement. Août 2007 voit Voyager 2 franchir à son tour le choc terminal, mais dans une région différente de l'héliosphère, à environ 84 unités astronomiques du Soleil. Cette différence de distance confirme que le choc terminal n'est pas une sphère parfaite, mais une surface déformée par le mouvement du système solaire à travers le milieu interstellaire et par les variations de l'activité solaire. Les données transmises par Voyager 2
révèle des caractéristiques légèrement différentes de celles mesurées par sa jumelle, suggérant que la structure du choc terminal varie selon la direction et le moment de la traversée. Ces observations invalident certains modèles théoriques trop simplistes et forcent les astrophysiciens à raffiner leur compréhension de la physique complexe qui régit cette région frontalière. L'héliosphère se révèle encore plus complexe et dynamique que prévu, une entité vivante qui respire et pulse au gré des tempêtes solaires et des fluctuations du cosmos environnant. Les années suivantes voient les deux sondes naviguer dans l'héliogène. Cette zone intermédiaire, où le vent solaire ralentit, tourbillonne et se mélange dans une danse chaotique de particules et de champs magnétiques. Les instruments détectent des variations constantes dans l'intensité et l'orientation du champ magnétique. Des structures magnétiques géantes, grandes comme des planètes, dérivent dans cette région tumultueuse, vestiges de tempêtes solaires passées qui ont voyagé jusqu'aux confins de l'héliosphère. Les détecteurs de rayons cosmiques enregistrent une augmentation progressive du flux de particules galactiques à haute énergie, indiquant que le bouclier magnétique solaire commence à s'affaiblir à mesure que les sondes s'approchent de l'héliopause. Simultanément, l'intensité des particules de basse énergie d'origine solaire diminue graduellement. C'est une transition progressive, un passage lent, d'un régime dominé par le Soleil vers un régime où la galaxie commence à imposer son influence. Puis vient le moment tant attendu. Le 25 août 2012, après 35 ans de voyage. Voyager franchit l'héliopause à une distance d'environ 121 unités astronomiques du Soleil. Les détecteurs de particules enregistrent une chute brutale de l'intensité des particules solaires de basse énergie et une augmentation spectaculaire du flux de rayons cosmiques galactiques. Le champ magnétique change radicalement d'orientation, passant de la configuration en spirale typique du champ magnétique solaire à une orientation plus uniforme, caractéristique du champ magnétique interstellaire. La fréquence des ondes plasma détectées par les instruments augmente soudainement, indiquant que la densité du plasma environnant a été multipliée par 40. Tous ces signaux convergent vers une conclusion incontestable. Voyager. Vient de quitter l'héliosphère. Elle navigue désormais dans le milieu interstellaire, le premier objet fabriqué par l'humanité à atteindre cet océan cosmique qui sépare les étoiles. Voyager 2 accomplit le même exploit 6 ans plus tard, le 5 novembre 2018, traversant l'héliopause à environ 119 unités astronomiques du Soleil. Sa trajectoire différente lui a permis de mesurer l'héliopause dans une autre région, confirmant les observations de sa jumelle tout en révélant de nouvelles subtilités. Les instruments de Voyager. 2, notamment son détecteur de plasma encore fonctionnel contrairement à celui de Voyager 1, fournissent des mesures directes de la densité, de la température et de la vitesse du plasma interstellaire. Ces données précieuses permettent aux scientifiques de caractériser pour la première fois les propriétés physiques du milieu dans lequel baigne notre système solaire. Le plasma interstellaire se révèle plus dense et plus chaud que prévu, avec une température d'environ 30 000 degrés Kelvin, bien que cette chaleur ne se traduise pas par une sensation thermique classique, étant donné l'extrême ténuité du milieu. Les deux sondes continuent aujourd'hui leur voyage dans l'espace interstellaire, s'éloignant inexorablement du Soleil à raison de plus de 3 unités astronomiques par an. Leurs générateurs thermoélectriques à radioisotopes s'affaiblissent progressivement, perdant environ 4 watts de puissance chaque année, alors que le plutonium-238 qui les alimente se désintègre lentement. Les ingénieurs de la NASA doivent prendre des décisions difficiles, éteignant progressivement certains instruments pour préserver l'énergie nécessaire au maintien des communications avec la Terre et au fonctionnement des derniers détecteurs encore opérationnels. Les chauffages qui maintiennent les systèmes critiques au-dessus de la température de congélation sont gérés avec une précision millimétrée. Chaque commande envoyée depuis la Terre doit être soigneusement planifiée, car elle met désormais plus de 22 heures à atteindre Voyager 1 et près de 19 heures pour Voyager 2.
le temps que les ondes radio traversent le gouffre interstellaire à la vitesse de la lumière. Les projections indiquent que les sondes pourront continuer à transmettre des données scientifiques jusqu'aux alentours de l'année 2030, peut-être 2035 si tout se passe bien. Après cette date, l'énergie disponible sera insuffisante pour maintenir les communications avec la Terre. Les voyagées deviendront alors silencieuses, poursuivant leur voyage éternel à travers la galaxie sans plus jamais nous parler. Dans environ 40 000 ans, Voyager 1 passera à moins de 2 années-lumière de l'étoile Gliese 445, une naine rouge située dans la constellation de la Girafe. Dans 300 000 ans, elle croisera le système d'étoiles Sirius. Et dans plusieurs millions d'années, elle pourrait approcher d'autres systèmes stellaires, transportant avec elle le disque d'or gravé de sons et d'images de la Terre. Ce message dans une bouteille cosmique destinée à d'hypothétiques civilisations extraterrestres qui pourraient un jour la découvrir. Mais avant de devenir des reliques silencieuses dérivant dans l'immensité galactique, les Voyager ont accompli une mission d'une importance scientifique colossale. Elles ont transformé l'héliopause d'une abstraction théorique en une réalité mesurée. Elles ont cartographié les frontières de notre domaine solaire avec une précision que les modèles théoriques seuls n'auraient jamais pu atteindre. Elles ont révélé la complexité dynamique de la région frontalière, ses variations spatiales et temporelles, ses structures magnétiques turbulentes. Elles que nous ont montré que l'héliosphère n'est pas une bulle statique, mais un organisme vivant qui respire au rythme de l'activité solaire et qui réagit aux fluctuations du milieu interstellaire environnant. Plus important encore, elles ont démontré que l'humanité possède la capacité technologique et la détermination nécessaires pour atteindre les confins de l'influence de son étoile et pour envoyer des émissaires au-delà, dans l'océan interstellaire qui sépare les soleils. L'Odyssée des Voyagers incarne l'audace humaine face à l'infini. Ces 2 sondes, construites avec la technologie des années 70, alimentées par des générateurs nucléaires qui s'affaiblissent inexorablement, équipées d'ordinateurs moins puissants qu'une montre connectée moderne, continuent de nous parler depuis une région de l'espace si lointaine que la lumière du Soleil met plus de 17 heures à l'atteindre. Elles sont les ambassadrices de notre espèce dans le cosmos, les premières messagères que nous avons envoyées au-delà de la frontière de notre monde solaire. Et tant qu'elles continueront de transmettre, tant que leurs signaux faibles mais persistants traverseront le vide interstellaire pour atteindre les antennes géantes du réseau Deep Space Network sur Terre, elles nous rappelleront que l'exploration de l'inconnu est inscrite dans l'âme même de l'humanité, que notre curiosité ne connaît pas de limites, et que même les frontières les plus lointaines, les plus invisibles, les plus inaccessibles en apparence, finiront toujours par tomber devant notre détermination